Parfait. Merci Victor pour cette introduction. Merci à tous les deux pour l'organisation de ces belles rencontres auxquelles on peut souhaiter que une belle longévité tant elles sont importantes et intéressantes à chaque fois. Merci tout particulièrement à Victor de m'avoir confié cette interview. Il l'a dit, je suis absolument pas littéraire de formation, absolument pas professionnelle de l'interview d'auteur, donc il faudra être tolérant, à la fois vous, Jean-Philippe Jaworski, à la fois vous, auditoire. Donc pour le format, je vais présenter très rapidement Jean-Philippe Jaworski. Je vais passer en revanche un petit peu plus de temps à donner un aperçu de son œuvre, parce que s'agissant des personnages, l'idée c'est que s'il s'en trouve parmi vous dans la salle, qu'on ne pointera pas du doigt, mais qui n'ont pas encore lu les romans de Jean-Philippe Jaworski, vous ne soyez pas perdus dans les réponses. Évidemment, on va naviguer assez familièrement en donnant directement les noms des personnages, donc voilà, que vous puissiez au moins les resituer dans l'univers de l'œuvre. Pour une quinzaine de minutes, et puis après 45 minutes de discussion entre nous, je pense, on se donne. Et l'idée, c'est d'avoir une grosse demi-heure de discussion avec la salle ensuite. Merci enfin à Jean-Philippe Jaworski de s'être prêté à la question par 2 fois, notamment au moment de l'entretien préparatoire avec moi et aujourd'hui. C'est pour moi un grand honneur. Donc, présentation rapide de vous et de votre œuvre. J'efface votre portrait très rapidement. Jean-Philippe Jaworski, vous êtes imposé depuis une quinzaine d'années comme un auteur incontournable de la scène de la fantaisie et du fantastique français. J'ai trouvé récemment le terme de pape pour vous qualifier, donc je vous le soumets. Lorsque vous étiez encore lycéen, on peut désormais le dire, il y a prescription. Vous vous employiez souvent à peaufiner vos scénarios de jeux de rôle au lieu de prendre des notes, ce qui ne vous a pas empêché de devenir enseignant vous-même, donc il y a doublement prescription. Vous êtes agrégé de littérature, vous avez donc toujours écrit d'abord des jeux de rôle qui sortent de la confidentialité dans les années 2000 avant de glisser vers le roman. Le succès grandissant de ces ouvrages vous a récemment conduit à arrêter d'enseigner, si mes informations sont bonnes, pour vous consacrer à l'écriture. Alors la communication de Gaëtan Boineau vous a donné un avant-goût de son best-seller, Gagner la guerre, volumineux roman, lauréat du prix Imaginal du meilleur roman l'année de sa sortie en 2009, qui vous a fait connaître au grand public. Avant cela, vous aviez déjà publié un recueil de nouvelles intitulé Janua Vera, on va en reparler. Mais d'abord et surtout, nombre de jeux de rôle. Votre œuvre est donc dense, tant par le volume des cycles que par la quantité de nouvelles, d'articles critiques et de scénarios ludiques. J'en profite pour préciser à l'Assemblée que si vous êtes fan du travail de Jean-Philippe Jaworski et surtout que la perspective d'une plongée dans les arcanes d'Internet ne vous effraie pas, beaucoup de ces scénarios ludiques sont encore accessibles en ligne. Il faut le vouloir, mais ça se fait. Je m'y suis prêtée, on y arrive. Rôliste, enseignant, auteur, vous vous faites aussi essayiste, notamment pour commenter vos plus grandes influences, parmi lesquelles, naturellement, Le Seigneur des Anneaux. On pourra peut-être y revenir dans un volume qui s'appelle Les Miscellanées de Jean-Philippe Jaworski, que je vous conseille aussi si vous êtes intéressé par la littérature d'essai. Votre expertise nous est donc précieuse à de multiples titres pour comprendre la genèse des personnages de fiction historique dans des productions culturelles diverses. Et donc, on vous remercie encore une fois d'être ici. Donc je l'ai dit, je vais présenter l'œuvre de Jean-Philippe Jaworski dans un aperçu qui sera par essence réducteur, je m'en excuse, mais l'idée c'est de laisser le plus de place possible à la discussion, tout en posant des jalons pour permettre encore une fois à chacune et chacun de se retrouver dans la navigation qu'on va adopter. Je vais essayer de procéder par ordre chronologique de parution et par univers. On l'a dit, c'est d'abord au jeu de rôle que Jean-Philippe Jaworski s'est intéressé. Je vais citer que les plus plébiscités, avec Tiers Âge en 2000, qui était un jeu de rôle qui se déroulait dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et puis plus récemment, Te Deum pour un massacre, dont l'édition première date de 2005, là encore si mes informations sont bonnes, qui avait pour toile de fond cette fois les guerres de religion dans la France du XVIe siècle, qui a fait sensation au point de bénéficier d'une récente réédition dans un format luxueux. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais ça promet, alors c'est encore sous presse, mais ça promet d'être magistral. C'est l'objet d'une campagne de financement participatif qui a aussi montré l'engouement des joueurs et joueuses à travers la France. Pour une réédition luxueuse, c'est Open Sesame Games. Alors, si vous êtes joueuse et joueur, c'est aussi l'éditeur qui avait livré le très attendu Northgard, qui était le jeu de plateau adapté du jeu vidéo du même nom. La campagne et les recueils de scénarios sont si complets que Te Deum pour un massacre est présenté autant comme un roman historique, une chronique des guerres de religion, que comme un jeu de rôle, de sorte que sans être nécessairement rôliste à la base, de nombreux lecteurs et lectrices des cycles littéraires de Jean-Philippe Jaworski ont fini par lire Te Deum pour un massacre entre deux romans dont ils attendaient éperdument la sortie. Et donc les deux lectorats de Jean-Philippe Jaworski, rôliste et
ludiques et littéraires, pourrait-on dire, se sont rapidement croisés. En dehors, des jeux de rôle, des grands cycles littéraires, 2 à ce jour, mais on en souhaite, encore 1000, donc à vous, de travailler. 2 grands cycles littéraires qui jalonnent la bibliographie de Jean-Philippe Jaworski, qui prennent place dans 2 univers principaux, Gaëtan Boineau en a parlé, le Vieux Royaume d'une part, un monde celtique assimilable à la Gaule de l'âge de fer de l'autre. Je vais essayer d'aller assez rapidement sur Gagner la guerre et peut-être en posant vraiment des jalons sur les personnages qui nous intéressent précisément dans le cadre de ce colloque, afin que vous, dans la discussion plus tard, vous puissiez élargir, mais je vais essayer de me restreindre aux personnages. Alors en ce qui concerne le Vieux Royaume, de votre propre aveu, ça résulte d'un heureux accident. Il apparaît pour la première fois dans des scénarios de jeux de rôle. C'est un ami dont on ne saurait assez louer la clairvoyance qui qui a attiré votre attention sur le potentiel de l'univers qui sort dès lors des sphères strictement ludiques. Donc le décor du Vieux Royaume est d'abord planté dans le recueil de 10 nouvelles intitulé Januavera, qui est paru en 2007 chez Les Moutons Électriques. Alors, je n'ai pas répété l'édition puisque tous vos romans sont sortis chez Les Moutons Électriques en première édition. Je ne l'ai pas remis après, mais de toute façon, vous ne les retrouverez plus chez Les Moutons Électriques. Ils seront désormais réédités. Ce recueil intéresse directement l'objet du colloque puisque chaque nouvelle traite d'un archétype de la fantaisie et ou du jeu de rôle. On a une nouvelle qui est consacrée aux voleurs, aux paladins, aux sorciers, aux familiers, etc., etc. Ces récits fixent un univers qui s'apparente à un long Moyen-Âge occidental pour plaire à Jacques Le Goff. Le Vieux Royaume rassemble ainsi plusieurs États dont les physionomies oscillent entre une France féodale du XIIe siècle, va-t-on dire, et une Italie de la Renaissance et des républiques urbaines un petit peu plus tardives. Dans ce recueil et au fil des romans qui se déroulent dans cet univers, on peut lire des indices ténus mais réguliers qui permettent d'entrevoir le riche passé d'un continent qui se relève péniblement des affres de la guerre des grands vassaux survenus plusieurs siècles avant l'action des romans. La géographie de l'univers est la conséquence de cette guerre civile qui a déchiré et provoqué l'effondrement du vieux royaume. Les différents états décrits dans le roman Gagner la guerre et dans le cycle du Chevalier aux épines sont donc des émanations de cet ancien royaume, ancienne province désormais autonome. Les intrigues des 2 ensembles de romans qui prennent place dans ce décor sont quasi contemporaines et c'est important en ce qui concerne les personnages. Dans Gagner la guerre, vous l'avez compris, on embarque pour la raffinée République de Sudialia, savoureux mélange d'une Venise, Gênes, Sienne, des 15e qui ne dit pas son nom. Alors moi, c'est ce que j'ai vu, mais effectivement, chacun trouve sa cité-État qui l'intéresse. L'État est dirigé comme il se doit par un podestat dont on a parlé, Léonide Ducator, qui engage Don Benvenuto Gesufal, assassin sans scrupules, pour effectuer ses sales besognes dans le contexte notamment de la guerre contre l'archipel de Rhécine. L'intrigue est complexe, elle dévoile les arcanes du pouvoir au sommet d'une cité-État aussi puissante que corrompue. Et puisque le colloque nous invite à réfléchir aux personnages, je vais passer sur le contexte que Gaëtan a bien explicité, mais pour me focaliser sur le personnage de Benvenuto que vous voyez ici dans son adaptation récente en BD par Frédéric Jeunet, qui est présenté sous son plus beau jour finalement, vous affublant d'un salut sympathique et présentant sa gueule démontée. Alors il a une histoire particulière parce qu'il apparaît d'abord dans une nouvelle de Januavera, recueil qui avait fait l'objet d'une enquête de votre part pour déterminer les personnages favoris de votre lectorat. La gouaille et le charisme de Benvenuto avaient séduit les lectrices et les lecteurs et avaient fini par guider l'écriture d'un roman épique, mais qui s'est révélé un petit peu compliqué puisqu'au début, vous n'aviez pas forcément d'acquaintance avec cet archétype du jeu de rôle. C'est ce que vous dites dans plusieurs interviews. Euh, Personnage particulier, donc anti-héros, impitoyable, détestable sous bien des aspects, manipulateur. Il s'est fait démolir le portrait plus souvent qu'à son tour, et c'est donc lui qui mène le récit au rythme des intérêts de son patron autant que des siens propres. Autour de lui gravite une galaxie de personnages centraux du pouvoir, comme le Podestat et sa fille, mais aussi une foule plus ou moins anonyme, à l'instar des membres de la mystérieuse guilde des chuchoteurs dont on a parlé rapidement avec Gaëtan, sans oublier la masse de ce que les historiens italianistes appellent le popolo minuto, donc toute cette galaxie d'artisans de la République, des républiques italiennes, qui font finalement toute l'épaisseur de la société dans laquelle le roman tient place. Le sentiment du fer est un nouveau recueil de 5 nouvelles qui vient enrichir cet univers peu après l'apparition de Gagner la guerre. Et Le Chevalier aux épines est finalement la trilogie dernière parue de l'univers du Vieux Royaume. Cette fois, l'action se déroule dans le duché de Bromael, qui, comme son statut l'indique, se rapproche de la configuration politique des royaumes occidentaux du Moyen-Âge central. Les personnages principaux avaient eux aussi fait une apparition dans les nouvelles de Januavera.
de manière extrêmement discrète pour certains, car c'est aussi ça votre jeu, que de concevoir des jeux de pistes complexes pour les lectrices et les lecteurs qui seront les plus curieux ou les plus attentifs. Le chevalier aux épines, ici, Aïdan de Beaumacel, est l'archétype du chevalier modèle qui respecte au pied de la lettre le code de la grande époque de la chevalerie médiévale. Le cycle entier constitue un hommage à la littérature courtoise. On y lira donc avec plaisir un chapitre entier en octosyllabes, un vocabulaire orné et un conflit entre les valeurs spirituelles des auteurs médiévaux et celles chevaleresques de leurs protagonistes. Les personnages ressemblent donc à s'y méprendre à ceux de Chrétien de Troyes et de la matière de Bretagne, et on aurait tôt fait de comparer Yvorin à Yvain, Beaumacel et Lancelot, etc. L'intrigue, à la star de celle de Gagner la guerre, est éminemment politique. Elle se noue toutefois, à mon sens, autour d'un problème original, le respect trop strict, l'interprétation trop littérale du code de chevalerie par Aédan de Beaumacel. Le chevalier aux épines est ainsi conduit à léser une dame, à courir les bois plutôt que de sauver son honneur, et pour des raisons qui restent très longtemps incompréhensibles au lecteur. Alors, je ne sais pas si le parallèle est pertinent, mais moi, cette construction, elle m'a beaucoup fait penser au robot d'Isaac Asimov, qui construit chaque nouvelle à partir d'un conflit qui est généré justement par le respect trop strict des lois de la robotique, comme si Aïdan de Beaumacel était un robot et le code de chevalerie, les lois de la robotique. Alors, vous me désavouerez si je me suis trompée, mais en tout cas, ça m'a beaucoup fait penser à cette construction-là. Donc là encore, Beaumacel est loin d'être le seul à intervenir. Il y a notamment un trio mystérieux qui se reconnaît sous l'appellation des aventureux du bois Oiselay, qui prend aussi beaucoup de place dans le récit. Chacun de ces trois chevaliers est empreint d'une aura singulière, est accompagné aussi par un oiseau qui le caractérise, une pie, un jet, un coucou, etc. Et là encore, les plus humbles ne sont pas oubliés et une intrigue se noue notamment autour d'un groupe d'enfants. J'insiste beaucoup sur les personnages secondaires parce que j'ai l'impression que dans ce colloque, on s'est beaucoup focalisé sur le protagoniste. Et en l'occurrence, dans l'œuvre de Jean-Philippe Jaworski, il y a vraiment un soin à toute cette multitude de vie micro, à l'échelle micro, qui pour moi sont vraiment déterminantes de la profondeur de l'œuvre. Et donc, l'équilibre du duché était déjà fragilisé, on l'a dit. Les conséquences des actes du chevalier aux épines viennent vraiment bouleverser le récit. Et c'est d'autant plus bouleversé lorsqu'intervient le plus vieil ami et le meilleur ennemi des lectrices et des lecteurs. J'ai nommé Benvenuto Gesbufal, que personne ne s'attendait à voir débarquer sur cette scène. Donc là, on a un très fertile choc des cultures entre un monde féodo-vassalique qui semble suranné et une apparente modernité qui ne parvient pas pourtant à sortir de la corruption, qui achève à grands coups de lance brisée le lectorat qui, sous le coup d'une addiction immédiate, se trouve contraint d'en redemander. Et je termine cette présentation avec le dernier cycle. Alors j'ai fait une entorse chronologique, mais parce qu'en fait, il avait été ouvert avant l'apparition du cycle des Chevaliers aux épines. Qui est très différent, intitulé Les Rois du Monde, cette fois-ci, dont le premier tome, Même pas mort, avait remporté, comme son aîné italianisant, le prix Imaginal en 2014. Ici, vous opérez un bond chronologique monumental pour propulser votre lectorat dans la Gaule celtique. Autre différence de taille avec les deux précédents cycles, les personnages des Rois du Monde ont une certaine réalité historique. Alors je dis certaines réalités historiques parce qu'on pourrait en discuter. Au soir de sa vie, on suit Bellovès qui livre ainsi le récit de sa longue existence à la première personne. Alors Bellovès, c'est un personnage qui apparaît notamment, uniquement en réalité chez Tite-Live, qui lui attribue la fondation de Mediolanum, c'est-à-dire la ville de Milan, autour de 600 avant notre ère. Je me suis amusée à chercher la citation de Tite-Live, il y a une dizaine de lignes. Donc Jean-Philippe Jaworski s'est lancé dans une saga autour d'un personnage qui n'est attesté que par 10 lignes, et dans un passage que finalement les historiens dont les historiens remettent énormément en cause l'historicité, la véracité. Puisqu'on le lit aujourd'hui davantage comme le mythe fondateur de Milan par les Gaulois à l'heure de leurs incursions en Italie que une véritable attestation historique du personnage. Donc Bellovès s'impose comme un de ces personnages qui, à l'instar du roi Arthur ou de Robin des Bois par exemple, a fini par brouiller assez les frontières entre le mythe et la réalité pour qu'on éprouve de réelles difficultés aujourd'hui à distinguer ce qui relève de la réalité historique d'un personnage qui l'a probablement, sinon forcément inspiré, et ce qui relève de la légende. Forgée par des siècles de réinterprétation et de réappropriation, cette tradition antique a pu être interprétée comme une réécriture du mythe de l'expulsion des jumeaux, dont on a l'exemple avec les Dioscures en Grèce et Romulus et Rémus, mieux connus à Rome. Et la figure de Bellovèze offre toutefois le grand intérêt de n'avoir jamais été traitée par des productions culturelles contemporaines. Alors, avantage pour nous, épine dans le pied
très certainement pour vous. C'était pas l'exercice le plus facile, mais c'est à notre plus grand bonheur. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, les lectrices et lecteurs des rois du monde se demanderont en permanence ce qui tient de la fiction et ce qui est réellement attesté par les sources de l'Antiquité. Petit livre certes, mais l'archéologie aussi, c'est très prégnant dans votre œuvre. Là encore, une foule de personnages entoure Bellovèze, son frère Ségovèze, mais aussi leur mère, Ambigate, au roi des Bituriges. Tout ce monde est bien cité par Tite-Live. Des Celtes aux chevaliers courtois, en passant par les bas-fonds des sociétés urbaines italiennes, des personnages semi-légendaires aux créatures fictives fortement inspirées par la science, en passant par des entités totalement imaginaires, vous l'aurez compris. La grande richesse et la diversité des personnages de Jean-Philippe Jaworski légitime, s'il le fallait toutefois, un décortiquage en règle, et donc le passage à la question qui arrive maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Merci Camille pour cette présentation Merci à très vous. complète dans un temps réduit. Et puis merci à l'organisation du colloque de me donner l'occasion de répondre aux questions de Camille. Et oui, vous pouvez me passer sur le grill. C'est parti. Alors, ma première question, je remercie Gaëtan, elle m'a été inspirée directement par sa communication. Vous avez maintes fois évoqué l'inspiration consciente de Machiavel. C'était vraiment le projet de gagner la guerre que de faire une réécriture du Prince de Machiavel. Mais moi, je me demandais s'il y avait d'autres personnages dans votre œuvre que vous avez relus bien a posteriori et pour lesquels vous avez finalement reconnu un personnage historique, mais de façon un petit peu accidentelle. C'était pas forcément votre projet à la base, mais que vous auriez Alors, de façon accidentelle, c'est probable. L'imaginaire créatif chez moi, je pense chez pas mal de monde, fonctionne par sédimentation, par lecture, visionnage, oubli, passage dans l'inconscient et puis résurgence. Au niveau des personnages, je ne saurais pas répondre tout de suite à la question, même si au cours de l'entretien préparatoire, on avait évoqué les auteurs qui avaient pu m'inspirer dans leur façon de concevoir leurs Oui, personnages. là, j'ai triché. Et là, j'y reviendrai, je réorienterai dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a un certain nombre de références, en fait, que j'ai assimilées, oubliées, qui sont ressurgies inconsciemment sous ma plume. Il y avait certains lecteurs qui l'avaient fait à propos d'une image, l'image de la dryade échevelée qui est présente dans une nouvelle de Janua Vera et qui provient du Seigneur des Anneaux que j'ai lu, relu et re-relu. Et quand, en fait, cette image de la dryade échevelée a ressurgi sous ma plume, je ne me souvenais plus que c'est une image employée par Tolkien pour peindre l'Isilienne dans le deuxième tome du Seigneur des Anneaux. Donc, de la même façon que cette image-là a pu ressurgir inconsciemment sous ma plume, je suis persuadé qu'il y a un certain nombre de personnages historiques ou fictifs qui se sont glissés au milieu de mes personnages, plus ou moins inconsciemment. Alors, consciemment, je vois des choses, par contre. En ce qui concerne, par exemple, le personnel chevaleresque du chevalier aux épines et la querelle de famille entre le duc Ganelon, ses enfants et puis sa première épouse. Là, de façon très consciente, ça a été une inspiration des querelles au sein de la famille des Plantagenets, Henri de Plantagenet, Aliénor d'Aquitaine, Aliénor emprisonnée, et la révolte des fils qui prennent parti pour leur mère. Donc là, par exemple, il y a une source d'inspiration, mais qui est parfaitement consciente. Est-ce qu'il y a des sources inconscientes? Oui, probablement, mais alors, dans la mesure où elles sont inconscientes, forcément, je serais incapable de répondre à la question. La question est compliquée. Moi, je pensais au Macromopo, en fait, qui est un avatar de Vinci, j'espère, je ne vais pas me tromper. Mais... Alors, le Macromopo, déjà, c'est une plaisanterie, hein, oui. Puisque son nom signifie le gros myope. Et ça, pour qualifier quand même l'un des plus grands peintres de cette république pseudo-italianisante. Hein. Alors, je pensais à différents peintres, en fait. Hein. Vinci, pourquoi pas. Mais j'avais plusieurs peintres en tête. Et en particulier, il y en a un que j'avais en tête, qui était le Titien, pour la précision et le caractère extrêmement détaillé de la figuration, vraiment, dans ses portraits, dans la mesure où, parmi les trois peintres qui sont évoqués dans Gagner la guerre, le Macromopo est celui qui est le plus fidèle à ses modèles. Donc, j'avais cette idée-là, mais ça n'était qu'une influence parmi d'autres. Donc là, influence multiple et même de plusieurs supports, pas forcément littéraires, mais aussi des inspirations figurées. Et effectivement, on avait évoqué ensemble la question de l'inspiration.
Donc moi, je ne savais pas à l'époque si ma comparaison était pertinente, mais quand on pense à l'assassin, la figure de Benvenuto, quand on est lecteur de fantasy et de fantastique, on pense assez naturellement à l'assassin royal de Robin Hood. Et donc ma question avait été celle de votre inspiration. Voilà, est-ce qu'il y a des auteurs, des autrices qui vous inspirent spécifiquement dans le domaine de la création des personnages? Et je me demandais s'il n'y avait pas forcément un phénomène d'inspiration positive, mais peut-être négative, c'est-à-dire une forme de construction à l'opposé des stéréotypes d'un genre. Alors, au cours de notre discussion, j'avais surtout parlé justement de cette inspiration en réaction contre le personnage de Fitz dans L'Assassin royal. Alors, j'avais été très tempéré dans ma réponse parce que le cycle de l'Assassin royal est un cycle que j'ai beaucoup admiré, hein, que j'ai admiré pour différentes raisons, en raison de l'inventivité, de la qualité du récit en ce qui concerne la magie, en ce qui concerne les rapports humains, qui sont très, très développés chez Robin Hobb. Mais il y avait une chose qui m'avait énervé chez Fitz, cet assassin, c'est qu'il était très pusillanime. Et pour moi, là, il y avait une espèce de contradiction à peu près, enfin peu crédible, peu vraisemblable, de quelqu'un qui est tellement tiraillé par ses problèmes psychologiques et par différents freins, en particulier une forme de timidité, et qui pourtant se retrouve, malgré lui, le héros, y compris un héros qui va tuer des forgisés, c'est-à-dire des gens qui ont perdu leur âme et contre lesquels il y a une arme. En même temps, ce qui m'énervait un petit peu, ce qui m'irritait un petit peu, c'est que il me semble que le personnage du repenti ou du bandit d'honneur ou de l'assassin, finalement, qui est un brave homme, c'est le cas de ce brave Fitz, Pas beaucoup. c'est vraiment quelque chose de très confortable moralement pour le lecteur, que de pouvoir s'identifier à quelqu'un qui est présenté comme un sale type, mais qui finalement est très pardonnable, hein, parce qu'il a des circonstances atténuantes, parce qu'il a des remords, etc. Et en conséquence, alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, j'avais fait une petite enquête de marché auprès de mes tout premiers lecteurs de Janio Avera qui avait élu le sale type, hein, Benvenuto, pour personnage préféré pour un futur roman. Et là, je m'étais dit, puisque mes lecteurs veulent que je leur rende, que je leur restitue cette crapule, je vais vraiment leur donner une crapule sans rémission. Tout le contraire. Donc, lui n'hésite pas à tuer. Il n'a pas de quête de conscience à ce niveau-là. Donc, je l'ai construit en réaction contre Fitz. Benvenuto est un personnage qui n'est pas un psychopathe. Donc, il a malgré tout une conscience et il est conscient en particulier du fait qu'il a affaire à des êtres humains et pas seulement à des objets. Mais il est quelqu'un qui pratique l'assassinat, le crime, le vol, le viol, etc. Finalement, sans aucune vergogne. Je n'irai pas jusqu'à dire sans scrupule, mais sans vergogne. Et puis qui n'hésite pas à justifier par des nécessités supérieures, hein, les ordres de son patron, la mouise dans laquelle il se retrouve régulièrement. Donc il n'hésite pas à justifier par tout cela tous les actes qu'il commet. À quelques reprises dans le roman, Benvenuto peut avoir l'occasion finalement de se racheter. Il y a une occasion en particulier qui lui est offerte, hein, et il refuse systématiquement le rachat. Il a construit vraiment un ethos de criminel. Et il se tient à cet ethos de criminel. Et là, effectivement, j'avais construit ce personnage d'assassin sans rémission et assumé, en réaction contre le caractère aimablement hésitant, un peu pusillanime du Fitz de l'assassin royal. Maintenant, il y a eu d'autres influences positives, hein, aussi bien au niveau des références d'ailleurs des personnages qu'au niveau de ce que vous souliez, c'est-à-dire les modèles qu'ont pu me donner aussi des auteurs de romans, mais aussi de théâtre d'ailleurs, hein. Au niveau des autres influences, en ce qui concerne le caractère criminel de Benvenuto, il y a des références historiques. Il y a l'assassin de César Borgia, hein, Michelotto Corella, qui se vantait, hein, en particulier d'avoir étranglé un certain nombre des adversaires de César, hein, à la cour de Pisane. Il y a un autre Benvenuto, puisque le personnage de mon roman est en fait un artiste raté, qui s'est reconverti d'abord dans le métier des armes, puis dans l'assassinat,
L'autre Benvenuto qui vient de la Renaissance italienne, c'est Benvenuto Cellini, qui lui est un artiste extraordinaire, avec un très fort caractère, et qui s'est aussi vanté d'avoir tué le connétable de Bourbon. Et puis, il y a des personnages, alors là, par contre, alors, il y a une autre inspiration historique, hein, qui est le maréchal Blaise de Montluc, alors qui n'est pas, si, qui est un assassin, enfin bon, qui est avant tout un chef militaire, qui est un assassin en ce sens que pendant les guerres de religion, il va faire exécuter un certain nombre de ses adversaires sans procès, et en plus, dans ses mémoires, il s'en amuse. Donc là, ce qui m'intéressait chez Montluc, c'était la façon dont un personnage historique va gérer les actes criminels qu'il a commis vis-à-vis de son public, puisqu'en plus, il ose l'écrire dans des mémoires. Et en plus, les commentaires de Montluc sont quand même des mémoires qui sont conçus pour justifier sa position délicate alors qu'on l'a accusé d'avoir détourné de l'argent de l'armée. Et donc, il va allumer une espèce de contre-feu en disant qu'il a rendu tellement de services à la couronne, y compris en commettant des crimes, qu'en définitive, on ne peut que l'exonérer des accusations qu'on a portées contre lui. Et ce type de raisonnement complètement vicieux, ça m'a aidé à construire la psyché de cet assassin sans rémission qu'est Benvenuto. Et puis, j'ai eu des modèles littéraires. J'ai été très, très marqué et traumatisé par Shakespeare, que j'ai découvert trop tôt dans les adaptations de la BBC, alors que j'avais une dizaine d'années. Je comprenais à peu près 25% des pièces du Grand Will, mais ce que j'en comprenais était suffisant pour me secouer. Et donc, il y a des personnages, des grands criminels shakespeariens. Il y a du Iago chez Benvenuto dans le cabotinage, hein, la façon d'assumer, d'être fier de tout ce qu'il fait. Et puis, il y a énormément de Richard III. Hein. Alors, Richard III, qui est un de mes personnages shakespeariens favoris. Alors, lui, là encore, un ambitieux, quelqu'un qui veut absolument le pouvoir et qui va commettre tous les crimes pour parvenir au pouvoir. Donc, il y a toute une composante, hein, qui est venue s'agréger là consciemment dans la construction du personnage. Alors, je ne sais pas si je peux développer sur les... Parce que j'y ai réfléchi après notre première discussion sur des influences positives. Oui, des influences positives cette fois, hein, et des influences positives de différents auteurs, souvent des classiques d'ailleurs, dans la construction des personnages. En fait, dans les auteurs que j'ai fréquentés, soit parce que je les ai lus, soit parce que je les ai étudiés ou fait étudier, j'ai un peu isolé différentes stratégies dans la construction du personnage de fiction. Alors, il y a la stratégie la plus élémentaire, on pourrait dire, hein, qui est le personnage de fiction mimétique, celui qui est fondé sur l'exploitation d'un modèle, soit d'un modèle historique, à travers une documentation. Moi, j'avais cité dans Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan, qui est en fait l'exploitation par Dumas et Maquet des mémoires de d'Artagnan. Hein. Dans la construction mimétique, il peut y avoir aussi l'exploitation de personnes contemporaines aux auteurs. Alors là, ce n'est pas un roman historique, mais je pense bien sûr à Sherlock Holmes, qui est en fait calqué sur le professeur Joseph Bell, hein, un professeur en médecine dont Arthur Conan Doyle avait suivi les cours. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, le professeur Bell savait que Sherlock Holmes était son double fictif. Hein. J'ai un exemple alors, beaucoup plus récent, beaucoup plus concret. Dans l'adaptation BD faite par Frédéric Genet de Gagner la guerre, la tête que Frédéric Genet a attribuée à Benvenuto est le portrait d'un de ses amis. Et il faut savoir que Benvenuto, ici, a la tête d'un chef d'orchestre. La question, c'est comment l'a pris l'ami en question. Alors, d'après ce que m'a dit Frédéric Genet, il l'a très bien pris, ça l'a amusé. Donc, là, c'est bien sûr au niveau graphique, mais un exemple vraiment de construction mimétique, hein, d'un personnage. Alors, des constructions différentes, il y a ce que j'appelle le personnage somme. C'est par exemple l'Adrien, des mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Où là, Marguerite Yourcenar dit que pour construire en fait le discours d'Adrien, elle a reconstitué la bibliothèque mentale de cet homme du IIe siècle. Je me permets une petite inférence parce qu'on a eu une communication très intéressante sur le sujet en particulier de Yourcenar. Et vous m'avez confié, j'avais posé la question qui tue. Quelle est l'autrice ou l'auteur de fiction, idéalement historique, qui construit selon vous les meilleurs personnages? Et Jean-Philippe Jaworski avait répondu Yourcenar justement pour Adrien.
Alors, pour Adrien, et puis je pense aussi qu'elle a procédé d'une façon très semblable pour Zénon dans l'œuvre noire, hein, dans la mesure où, quand elle s'attaque à l'œuvre noire, en fait, ça fait déjà 30 ans qu'elle travaille énormément sur la Renaissance, sur l'art de la Renaissance, et puis elle a un vieux projet de cycle romanesque qui commence à la Renaissance. Par conséquent, elle a aussi acquis une somme culturelle qui lui permet d'envisager la psychologie du personnage et le regard du personnage sur le monde à travers la culture du personnage. Il y a aussi des personnages que j'appellerais des personnages syncrétiques, qui sont fondés cette fois sur des synthèses d'éléments hétérogènes. Alors, un exemple sur lequel j'avais pas mal travaillé avec mes classes, c'est le personnage de Langlois dans Un roi sans divertissement de Jean Giono. Ce personnage, qui est en fait un gendarme des années 1840, hein, qui va enquêter sur un crime dans la région de Trièves, dans les Alpes, même sur une série de crimes. C'est un personnage, finalement, qui est composé de façon vraiment, a priori, de briquet de broc. Il y a d'une part un goût de Giono pour l'histoire du 19e siècle et l'histoire des Alpes du 19e siècle, tout simplement parce qu'il a un grand-père Carbonaro qui a fait beaucoup de contrebande dans les Alpes à cette époque-là. Et donc, il y a tout un roman familial, en fait, hein, sur les Alpes de cette époque. Or, le cadre du roman, c'est la région de Trièves dans les Alpes. Giono est un amateur de romans policiers. L'intrigue, a priori, d'un roi sans divertissement, c'est une intrigue policière. C'est un amateur de différents types de romans policiers, d'ailleurs, hein, aussi bien du roman, alors en particulier des romans de Georges Simenon, hein, qu'il lit beaucoup, hein, mais aussi du roman noir américain, dans la mesure où Giono a un ami qui est professeur de lettres américaines et qui lui conseille très tôt de lire du hard-boiled. Et tout ça va se retrouver dans Un roi sans divertissement. Puis à côté de ces références, finalement, qui sont des références personnelles et des références littéraires plutôt contemporaines, il y a des références beaucoup plus anciennes. Giono a lu une traduction du Conte du Graal de Chrétien de Troyes, et il y a certains motifs du Conte du Graal qu'il va agréger au personnage de Langlois. Et puis, il est aussi un lecteur de Pascal, et il y a des idées, des pensées de Pascal qui vont se retrouver agrégées à Un roi sans divertissement, dans le titre déjà, qui vient directement de Pascal, hein, et puis dans la conception d'un personnage qui est l'homme plein de misère, en fait, hein, de Pascal. Donc là, on a vraiment un agrégat d'éléments qui viennent du XIIe siècle, du XVIIe, du XXe siècle, du vécu de l'auteur, et qui finissent par créer un personnage d'une très grande complexité, d'une grande opacité en plus, mais juste d'une grande opacité à cause du choix qui a été fait par Giono de ne jamais traiter en point de vue interne ou en point de vue omniscient le personnage principal. On a toujours un point de vue externe sur ce personnage principal, et en même temps, il y a une très grande humanité et une très grande épaisseur, malgré ce caractère très, très composite, hein, du personnage syncrétique. Et puis, pour terminer, il y en a un qui a énormément compté pour moi, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, c'est Tolkien. Et avec Tolkien, alors il y a un concept qui a été posé par Tom Shippey, je vais y revenir, le définir un petit peu, qui est le concept du monde astérisque, que moi j'ai envie de prolonger jusqu'au personnage astérisque. Alors, deux mots là-dessus. Tom Shippey, c'est un des auteurs qui ont écrit sur Tolkien, et c'est un critique qui est très intéressant dans la mesure où il est lui-même universitaire, philologue, comme Tolkien, et il a occupé des chaires occupées par Tolkien, entre autres à Oxford. En conséquence, c'est l'universitaire qui sait pertinemment quelle est la culture universitaire de Tolkien dans ses spécialités, et en particulier dans ses spécialités en vieil anglo-saxon. Et il se livre dans plusieurs de ses œuvres, mais en particulier celle qui, moi, m'a marqué, qui est Tolkien, auteur du siècle. Il se livre à une analyse de la création tolkienienne à la lumière de leur culture universitaire en vieil anglo-saxon. Et là, il dégage des choses qui sont très, très intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'il appelle le monde astérisque? En fait, il se fonde sur les mots astérisques. Les mots astérisques ne sont pas une création de Tolkien ni de Tom Shippey. C'est ainsi qu'en philologie sont désignés les mots recomposés, les mots dont on n'a pas d'occurrence dans les textes anciens,
mais qui sont recomposés par les lois de la phonétique, pour faire court. Par exemple, la plupart des racines indo-européennes sont des mots astérisques. Et Tolkien est entre autres un spécialiste de ce vocabulaire astérisque. En tant que chercheur, très souvent, il va réfléchir sur des apaxes, donc des mots qui n'ont qu'une seule occurrence dans les textes, et qui posent donc problème parce que, n'ayant qu'une seule occurrence, il est difficile de définir précisément leur champ sémantique. Et puis, ces mots astérisques, ces mots recomposés. Et Tom Shippey donne alors, plusieurs exemples, j'en isole un, mais en fait, dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des mots astérisques. Alors, un exemple, le mot Éored, qui désigne dans le deuxième tome du Seigneur des Anneaux les escadrons de cavalerie des cavaliers du Rohan. Ce mot Éored, en fait, c'est un mot qui a été recomposé par des linguistes de la fin du XIXe siècle à partir d'un apax, un mot isolé, Worod, qui était manifestement une erreur de copiste dans un manuscrit médiéval. Une erreur de copiste, ce que les linguistes ont pu le déterminer, c'est parce que ce mot, en fait, ne s'intégrait pas dans le maître du vers où il était inscrit. Et pour restituer le maître correct, il fallait modifier le mot jusqu'à en arriver à cette Éored. Les linguistes se sont dit, le copiste, en fait, maîtrisait mal déjà l'état de la langue du texte qu'il était en train de recopier parce que la langue avait évolué et donc il avait commis une erreur. Donc, Éored, c'est un mot astérisque, recomposé à partir de la correction de ce worod fautif. Tolkien glisse comme ça quelques mots astérisques et quelques apaxes, donc des mots très rares, dans Le Seigneur des Anneaux. Et puis, avec son habitude d'universitaire qui va essayer d'inférer de ces mots rares ou de ces mots reconstitués leur sens, il va développer de façon créative cette démarche d'interprétation du mot rare dans son œuvre fictionnelle. Et Tom Shippey dit que la Terre du Milieu est donc un monde astérisque, parce que Tolkien ne présente pas la Terre du Milieu comme un univers complètement distinct du nôtre, mais il présente la Terre du Milieu comme notre Terre dans un passé lointain. Du reste, quand Tolkien réfléchit sur la Terre du Milieu, il a souvent des états successifs, plusieurs textes, des tas de variantes, mais au lieu de procéder comme la plupart des auteurs qui vont éliminer en fait ce qui ne leur convient plus pour garder une version définitive, très souvent Tolkien va examiner ces différentes variantes comme le ferait un paléographe face à différents états, différents manuscrits avec leurs divergences d'une œuvre donnée. Ce qu'on voit très souvent, par exemple, dans les œuvres médiévales. Et il va essayer d'en tirer, en fait, une vérité en considérant que les états successifs de sa création sont les différents manuscrits donc contradictoires qui lui fournissent une vérité sur un monde qui a pu exister. Alors c'est ça que Tom Shippey appelle le monde astérisque, c'est-à-dire que Tolkien n'envisage pas l'univers qu'il crée comme un univers de pure fiction, de pure création, mais en fait comme un univers inféré de l'étude de quelques vestiges, alors des vestiges linguistiques essentiellement, ou textuels. Et je pense que cette méthode, en tout cas ce concept du monde astérisque dégage Shippey, on peut, et en fait je le fais un peu dans un de mes cycles, qui est le cycle Roi du Monde sur les Celtes, on peut aussi l'utiliser pour la création des personnages. Alors Tolkien l'a fait. Il l'a fait, par exemple, pour les Ents et les Woos. Les Ents, donc les créatures arbresques de la forêt de Fangorn, ont un nom qui vient du vieil anglo-saxon et qui désignait des géants fabuleux du passé, qui, aux yeux des anglo-saxons du 7e, 8e siècle de notre ère, étaient les constructeurs, les bâtisseurs des grandes villes gallo-romaines, dont l'histoire s'était perdue dans les mémoires pour les gens du Haut Moyen-Âge. Les Woos, c'est aussi un terme qui apparaît dans le vieil anglo-saxon, qui semble désigner des hommes des bois, des hommes sauvages. Et Tolkien va, à partir de ces termes, redévelopper
des sociétés, des personnages. Donc, ce ne sont pas des créations ex nihilo, mais des créations inférées à partir de termes rares. Alors, ça m'inspire parce que c'est la méthode finalement que j'applique en grande partie dans Roi du Monde. Roi du Monde étant un cycle qui se déroule à la fin du 7e siècle, au début du 6e siècle avant notre ère. Il ne présente aucune source historique, à part le texte de Tite-Live, mais le texte de Tite-Live, il est composé quasiment 6 siècles plus tard. Donc, il n'y a pas vraiment de source historique. En revanche, il y a tout un faisceau d'indices indirects, des indices archéologiques, des indices linguistiques, bien sûr des indices textuels, mais beaucoup plus tardifs, à partir desquels je peux essayer d'inférer des personnages et un monde astérisque. Justement, c'est une des grandes richesses de votre œuvre. On parle beaucoup de philologie et vous mettez directement dans le texte, soit pour l'introduire directement la saga dans Roi du Monde, mais parfois des chapitres aussi dans d'autres œuvres, des traductions qui sont très peu connues du grand public. Alors, je vais me risquer à prononcer le nom, mais le Tainbo Quaige, donc issu de la mythologie celtique irlandaise et que moi j'ai appris à connaître avec votre ouvrage. Et donc ce genre de citation, ça fait vraiment la richesse de votre œuvre. Et il y en a une en particulier, s'agissant des personnages, puisque c'est ce qui nous intéresse, qui m'a sauté aux yeux. Vous citez Jean de la Bruyère, qui va donc poser la question à ma place. Honneur, vertu, conscience, qualité toujours respectable, souvent inutile. Que voulez-vous quelquefois que l'on fasse d'un homme de bien? Est-ce qu'un personnage vertueux est ennuyeux pour un auteur de fiction? Alors, pas forcément, puisqu'on a des personnages vertueux qui sont des personnages de fiction. Les exemples qui me viennent à l'esprit quand même sont les exemples grands siècles, hein. C'est les exemples du XVIIe siècle, c'est la princesse de Clèves, c'est Rodrigue, hein, le Cid, hein, Chimène aussi d'ailleurs, qui sont des personnages vertueux. Et en ce qui concerne, en tout cas, alors la princesse de Clèves, ça se discute, il y a certains hommes politiques qui la trouvent ennuyeuse. Mais en ce qui concerne, par exemple, les personnages cornéliens, hein, manifestement, ils ont rencontré un tel succès à leur époque qu'on a affaire à des personnages vertueux qui sont intéressants et pour l'auteur et pour le public. Et du reste, bon, il faut parfois un petit peu de travail, mais j'entends encore des collègues hein, qui disent que le CID étudié au collège, alors il faut certes un peu acclimater les élèves à la langue de Corneille, mais une fois qu'on pose vraiment le dilemme cornélien, les implications familiales, ça se met à nouveau à parler aux générations actuelles. Donc, des personnages vertueux peuvent être intéressants. Alors, Chez vous en particulier, ils finissent mal, on peut le dire. Il y en a peu et quand ils sont là, c'est vrai qu'ici, ils finissent souvent mal. Il y en a un certain nombre, mais ils ne restent pas forcément très longtemps. Alors, je pense que là, il y a un tropisme qui est personnel, qui est dû, effectivement, on en avait parlé au cours de notre discussion, à des lectures oui, à la lecture de l'histoire, de biographies historiques, d'essais historiques, où très souvent en politique, les gens qui sont un peu trop vertueux ont tendance à être débordés ou écrasés par des gens sans scrupules. Je pense aussi, mais là, ça recoupe en fait cette culture historique que Shakespeare m'a vraiment laissé des stigmates et la vision quand même très noire de l'humanité qu'on trouve dans, en particulier les drames historiques shakespeariens, hein, mais aussi les grandes tragédies. Hein. Je pense au Roi Lear, par exemple, hein, sur l'ingratitude et l'ingratitude au sein de la famille, hein, dans les deux sens, hein, du père vers les filles ou des filles vers le père. Tout ça, ça m'a marqué et par conséquent, je dois avoir un tropisme pour montrer ces horreurs-là. Un autre tropisme qui est très présent, alors c'est très étrange d'ailleurs parce que parfois il y a des, comment, la logique du récit, la logique de l'univers me ramène à ces sujets. Je vous donnerai un exemple qui est brûlant pour moi, parce que il est en référence au texte que je suis en train d'écrire en ce moment. Il est vrai que je suis fasciné par les conflits familiaux. Donc, dans Le Chevalier aux épines, c'est un conflit familial, par exemple. Et parce que le conflit familial, finalement, démultiplie le tragique et le dramatique.
en ce sens que là, on se déchire entre gens du même sang, entre gens de la même histoire, et par conséquent, la violence qu'on fait à autrui est aussi une violence qu'on se fait à soi. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement pour la construction des personnages et leur épaisseur, hein. Mais je me rends compte que l'histoire nous ramène sans cesse à ces conflits civils et familiaux. Bon, on peut craindre aux États-Unis des répétitions de conflits civils, là, en ce moment, par exemple. Mais moi, j'ai un exemple très ancien où je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas retomber dans cette ornière, et qui concerne le roman que je suis en train d'écrire en ce moment. On peut dire la Grande Jument, qui est Donc, c'est la Grande Jument, qui est la suite des Rois du Monde. la suite des Rois du Monde, qui est consacrée en fait à la migration de Bellovèze vers l'Italie, qui ne s'appelle pas l'Italie à cette époque-là. Et d'après ce que dit Tite-Live, donc, avant de gagner l'Italie, Bellovèze va marcher jusqu'à Massalia, Marseille, qui vient d'être fondée quelques années auparavant, et va aider les Massaliètes à résister contre les tribus indigènes qui sont entrées en guerre contre ces colons, hein. Et là encore, d'ailleurs, il y a des échos avec l'actualité. Or, en travaillant sur ce conflit, alors sur lequel on a très très peu d'éléments, hein, historiquement, hein, entre les Massaliettes et leurs voisins, alors qu'on va appeler Ségobriges, hein, puisque c'est le nom que leur donnent les historiens d'Antiquité, je me suis rendu compte qu'en croisant les sources, les ennemis des Massaliettes sont leurs cousins, leurs oncles, leurs beaux-frères. Pourquoi? Parce que dans le mythe même de Marseille, Marseille est fondée grâce à l'union entre une indigène, Gyptis, et l'un des dirigeants des Grecs, hein, qui porte différents noms. En général, on retient Protis parce qu'ensuite il y a une famille des Protiades qui va durer assez longtemps dans la Massalie antique. Et on sait par ailleurs que quand des colons grecs s'installaient sur de nouveaux territoires, en fait, c'était les hommes qui arrivaient, pas des femmes. Et ils prenaient femmes chez les indigènes. Et le mariage entre Protis et Gyptis est finalement à l'image des mœurs des colons grecs. Alors des colons grecs en plus qui imposaient à leurs femmes et à leurs enfants de ne parler que leur dialecte, hein, et certainement pas la langue maternelle. Et à partir du moment où j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais le conflit que je vais mettre en scène entre les Massaliettes et nos ancêtres les Gaulois, c'est un conflit familial. On va s'affronter entre cousins, beaux-frères, neveux et oncles. Donc l'histoire ramène aussi très régulièrement à ces dynamiques, et dans la mesure où, tout en n'étant pas historien, je suis quand même très influencé par l'histoire, je retombe dans cette ornière, même quand je ne l'avais pas prémédité. Et justement, sur votre relation à l'histoire scientifique et consécutivement la relation de vos personnages à l'histoire scientifique, j'avais lu pas mal de vos interviews et relevé, vous citez beaucoup de références à l'histoire scientifique, bien sûr, pour documenter des univers dont on a dit qu'ils étaient vraiment denses. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que vous citez en majorité, vous citez des ouvrages conjoncturels aussi, mais vous citez des biographies. C'est vraiment, ça semble être votre inspiration principale. Alors même pour des jeux de rôle comme Tédéum, vous avez été voir pour la réédition le très remarqué Tous ceux qui tombent de Jérémy Foa. Mais il demeure que c'est une histoire toujours qui est très incarnée, soit parce que c'est la biographie, qui par ailleurs est un genre qui a pu être assez désavoué par les historiens scientifiques. Et même Tous ceux qui tombent, ça reste une histoire très très incarnée. Donc moi je me demandais s'il y avait un lien direct dans votre écriture du genre de la biographie scientifique, spécifiquement pour vous aider à construire vos personnages. Est-ce que vous avez besoin que l'histoire que vous lisez, l'histoire avec un grand H, l'histoire scientifique, soit incarnée pour vous guider dans l'écriture de vos personnages? Oui, certainement. Alors, cela étant, j'ai aussi un biais littéraire. C'est-à-dire que j'ai enseigné les lettres, pas l'histoire. La biographie est un genre littéraire. Voisine de l'autobiographie, je dis bien voisine, parce qu'une biographie en général se termine mal pour le protagoniste, pas l'autobiographie, ça c'est une différence majeure. Mais justement, le fait de lire beaucoup de biographies nous renvoie vers une dynamique qui est tragique.
en tout cas, j'en ai lu beaucoup, davantage finalement, oui, en amateur de lettres qu'en historien. J'en ai lu beaucoup aussi, tout simplement par plaisir. Là, il y a vraiment le plaisir de la lecture, qui est presque le plaisir d'un lecteur de fiction, malgré tout, parce que je suis parfaitement conscient d'un certain nombre de biais de l'écriture biographique. Et en même temps, effectivement, ça permet d'investir des époques à travers un point de vue, le point de vue d'un protagoniste, et par conséquent, il y a quelque chose de très confortable, finalement, dans la lecture de la biographie. Alors, cela étant, ça dépend aussi de la période à laquelle je vais m'intéresser, hein. J'en ai lu énormément, effectivement, donc, quand j'ai écrit Te Deum pour un massacre, jeu de rôle des guerres de religion, sachant qu'en plus, j'étais dans une optique de création de jeux, même pas une optique de créateur littéraire, et que par conséquent, le background que je voulais donner au maître de jeu était un background ludique. Donc là, il fallait vraiment incarner au maximum, puisque là, il faut donner des exemples de personnages non joueurs, en fait. Une certaine efficacité dans le Tout à jeu de fait. rôle Et immédiate. il faut en plus, dans la mesure où c'est du jeu de rôle historique et un des plaisirs du jeu de rôle historique, c'est de croiser de grandes figures de l'histoire au fil des scénarios, il fallait vraiment donner au maître de jeu des éléments concrets, plutôt romanesques d'ailleurs, hein, sur les grandes figures historiques qui étaient amenées à devenir des personnages non joueurs dans le cadre des scénarios. Maintenant, ça dépend vraiment des époques, hein. Là, en ce qui concerne le cycle celte, je suis très sévèrement à sec de biographie. Il n'y a pas Vous grand-chose. l'avez cherché, est-ce qu'on peut dire que vous l'avez cherché quand même en allant chercher Oui, bien Beethoven? sûr. Bien sûr. Alors, Ouais, bien j'ai sûr. choisi aussi ce sujet parce qu'il était quasiment pas traité sur le plan littéraire, quoi. Donc C'est oui. tout ce qui fait son Oui, oui. intérêt. Et c'est justement, ça m'amène directement à ma prochaine question. Je disais tout à l'heure que j'étais très intéressée par les personnages secondaires dans votre œuvre, ce qui pourrait être assimilé au PNJ dans les jeux de rôle, personnages non joueurs. Justement, dans des cycles comme Roi du Monde, pour lesquels vous avez très peu de documentation historique, vous parvenez quand même à peupler vos univers d'une grande foule de ces personnages secondaires qui en réalité sont tout sauf secondaires à mon sens. Et vous avez très peu de choses sur lesquelles vous appuyez. Je pense notamment à 3 grands groupes qui me viennent immédiatement à l'esprit. Les enfants, il est très longuement question de l'enfance des 2 frères Belovez et Ségovès dans le premier tome Roi du Monde, avec un jeu de flashback aussi dans les prochains tomes. Mais donc les enfants, ce grand groupe qui est assez ce qu'on pourrait appeler les invisibles de l'histoire, c'est vie minuscule. Les femmes aussi, a fortiori de petites conditions. Je pense à Suzelle dans la nouvelle de Jeanne Levera. Suzelle, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans l'étude de marché dont on parlait tout à l'heure, elle était ressortie, si je dis pas de bêtises, à égalité avec la figure du salopard. Et c'est le salopard qui a gagné, non pas parce que vous aviez décidé de vous pencher plutôt sur l'homme que sur la femme, mais vous disiez le propre de Suzelle, c'est justement de ne pas avoir d'histoire, c'est de passer sa vie à ne pas avoir d'histoire. Et moi, je trouvais ça très intéressant parce que ça rebondit directement avec les problématiques des historiennes et des historiens qui essayent de se pencher sur ces invisibilisés de l'histoire. Et donc, il y a plusieurs catégories comme ça, enfants, femmes, a fortiori de petites conditions, parce que la duchesse, quand même, est assez présente chez vous. On peut parler des animaux aussi, qui sont très, très présents dans votre œuvre. Comment vous faites pour construire vos personnages, ces catégories de personnages, là où justement ils sont relativement absents du récit scientifique? Alors, déjà, le premier point, s'il y a tellement de personnages, c'est parce que je pars du principe que le personnage n'existe que dans un tissu social, affectif, et par conséquent, il y a besoin de personnages secondaires, hein. Mais dans les personnages que vous évoquez, tous ne sont pas secondaires. Les enfants dans Roi du Oui, Monde bien sûr, c'est vrai. sont les protagonistes. Suzelle est une protagoniste, même si ça n'est que d'une nouvelle. Et alors, les animaux sont des personnages secondaires, mais ils sont là assez souvent. Je vais commencer par les animaux parce que ils sont, disons que leur présence est la plus facilement justifiable. Les animaux, en fait, sont très présents dans les sociétés anciennes et les récits que je fais ont pour sujet des sociétés anciennes. Donc, il me semblait très important de mettre en scène les animaux. Maintenant, c'est vrai que les animaux, même dans les textes d'ailleurs datant de ces époques, hein, ne sont pas forcément très largement décrits. On a de temps en temps des descriptions de chevaux ou de chiens
ou d'oiseaux d'ailleurs, dans les romans de chevalerie, mais finalement les romans de chevalerie les traitent assez peu. Donc il fallait compenser ces lacunes, en fait. Alors je l'ai fait en ayant recours au syncrétisme, en allant puiser à droite à gauche, hein. Donc en ce qui concerne les enfants et les enfants donc, au premier âge du fer, d'une part, je suis parti du principe, qui est une observation faite par les archéologues, que c'est un monde rural, et que en fait, les Celtes avaient déjà quasiment tout l'outillage des paysans du 19e siècle. Par conséquent, on pouvait, disons de façon vraisemblable, établir un lien entre la vie rurale du 7e siècle avant Jésus-Christ et la vie rurale en France à la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle. À partir de là, il suffit de s'inspirer de contes, de sources beaucoup plus récents en fait, hein, pour imaginer la vie et la vie des enfants, hein, à une époque très haute. Alors parfois aussi, j'ai eu recours, alors pour peupler l'imaginaire des enfants, par exemple, puisque dans Roi du Monde, ils sont visités par un barde, Albios, un barde qui est un visiteur très apprécié parce qu'il fait de la musique, il pose des énigmes et puis il raconte des histoires. Et ces histoires vont ensuite nourrir l'imagination des deux garçons. Et là, je me suis demandé quelles histoires ce barde peut raconter. Alors là, j'ai procédé par comparatisme et par glissement. Puisqu'on n'a aucun texte remontant à une haute antiquité gauloise, j'ai été puiser certains contes insulaires, gallois ou gaéliques, surtout gallois, dans le Mabinogion, en observant que dans les noms des personnages des contes gallois du Moyen Âge, il y a en fait des noms plus anciens. Je donne un exemple précis. C'est l'exemple de Rhiannon. Rhiannon est une fée dans les Mabinogions qui passe à plusieurs reprises devant le prince Pwyll. Elle passe à cheval. Elle marche à une allure égale. Pwyll est séduit par cette fée. Il essaye de la rattraper, il n'y arrive jamais. Pourtant, il a beau cravacher sa monture, il n'y arrive pas jusqu'au moment où il a l'idée de l'appeler, et là, elle s'arrête. Rhiannon, c'est l'évolution en gallois du mot Rigantona gaulois. Rigantona qui signifie grande reine et qui est une épiclèse, c'est-à-dire un surnom divin donné à la déesse Epona, déesse des chevaux ou de la cavalerie, ce qui explique d'ailleurs que Rhiannon soit présentée comme une écuyère dans le conte gallois. J'ai repris le conte gallois et puis je l'ai archaïsé. J'ai mis Belevez à la place de Pwyll et puis j'ai donné son nom antique au personnage. Hein. Donc Rhiannon est redevenu Epona Rigantona. Donc j'ai opéré comme ça par glissement avec des textes ou des traditions plus récentes que j'ai archaïsées pour les replacer dans le passé. J'ai fait la même chose par exemple avec le conte du petit Binis, du petit garçon, et de Karwawinda, en gaulois c'est la vache blanche. Alors la vache c'est très 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 élogieux hein, dans le monde gaulois, hein, c'est la richesse. Hein. Et en fait le petit Binis hein, chez les Gallois c'est Gwyonbar et Karwawinda c'est Ceridwen. Et c'est le fameux conte de l'affrontement des deux magiciens hein, avec les multiples métamorphoses. Là encore, j'ai pris un matériau beaucoup plus récent et puis je l'ai archaïsé. Et donc en procédant par glissement comme ça, en faisant en fait l'inverse de ce que font pas mal d'adaptateurs qui vont moderniser des contes ou des mythes anciens, moi j'ai archaïsé des mythes relativement anciens pour essayer de reconstituer un imaginaire plausible dans une société très ancienne. Et puis, pour ce qui est de Suzel, alors oui, j'avais décidé quand même de traiter cet archétype de la paysanne au milieu des archétypes issus du jeu de rôle
et de modèles littéraires qui étaient des archétypes d'aventuriers, hein, le paladin, le magicien, même s'il est raté dans Genuavera, le prêtre, le truand, etc. Parce que justement, je voulais donner une place aussi aux invisibles, aux figurants, à ceux finalement auxquels les récits s'intéressent peu. Et là, en revanche, alors là, le travail était assez facile à faire. Je me suis inspiré des réalistes du 19e siècle qui avaient justement mis l'accent sur les personnages invisibles, ceux auxquels la littérature ne s'intéressait pas. Et il y a en particulier Maupassant et Flaubert qui m'ont vraiment inspiré. Flaubert en particulier, avec un conte, Un cœur simple, qui est justement consacré à une paysanne très simple, hein, de la Normandie du 19e siècle. On sent bien la filiation. Victor, je me tourne vers toi pour l'heure. De combien on est autorisé à dépasser? Non, mais ça dépend de vous, parce que la Est-ce qu'on a journée est une longue. contrainte On a jusqu'à 19h25 pour. Non, le 18h30, mais ça dépend aussi du type de l'auditoire. Oui, oui, je ne veux pas non plus. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut peut-être se réserver encore 2 questions rapides et après donner la parole à la salle, ça te paraît? Ouais. Alors moi, j'avais vraiment la volonté de voir votre œuvre un peu surtout dans son aspect multimédiatique, vraiment les liens entre le jeu, etc., qui m'intéressaient beaucoup. Ce sera peut-être l'objet de ma première question et je garde ma question qui tue pour la conclusion. En ce qui concerne les liens entre les jeux de rôle et l'écriture, quand on compare les carrières de vos homologues, en tout cas francophones, je pense à Justine Yogré, à Stéphane Plateau, etc., on voit que l'expérience du jeu de rôle est vraiment déterminante pour les écrivains de fantasy et de fantastique en particulier. J'ai pas l'impression que ce soit forcément le cas pour d'autres genres littéraires. Est-ce que vous considérez que cette expérience-là, en tant que joueur, mais aussi en tant que maître du jeu, a été un atout pour vous, et en particulier pour la création des personnages? Alors oui, incontestablement, l'expérience de rôliste a été déterminante pour moi. Les 2 envies créatives et ludiques ont coexisté chez moi depuis l'enfance, hein. C'est vraiment très, très lié. Et d'ailleurs, je le rappelle, il y a des gens qui lisent Te Deum pour un massacre comme un roman, en fait. Donc là aussi, chez les lecteurs, on voit bien que finalement, ça s'est assimilé. Ah, il y a même une circulation. Mon premier public romanesque, en fait, a été en grande partie un public de rôlistes, parce que j'étais d'abord connu en tant que scénariste, en fait, hein. Et dans un deuxième temps, effectivement, il y a des lecteurs de mes romans qui se sont mis à lire Te Deum comme un roman plus que comme un jeu. Maintenant, oui, il y a une circulation. Alors, je l'ai déjà évoqué, pour moi, cette circulation entre jeu et création littéraire, elle est très profonde, très ancienne chez moi, mais elle est très ancienne tout court. Puisque avant même la création du jeu de rôle, en tant qu'écrivain, professeur, rôliste, j'ai pu observer ici ou là des indices qui attestent qu'il y a quelque chose d'une aspiration au jeu qui est déjà très présente dans la littérature classique ou médiévale. Il y a une circulation, par exemple, entre l'imaginaire alors dans l'imaginaire chevaleresque, dans l'imaginaire du roman de chevalerie, il y a une circulation entre le roman et le jeu. Les personnages des romans de chevalerie ont inspiré des tournois, alors que plus tard d'ailleurs on a appelé en France les joutes à l'italienne, mais en fait ce sont des tournois en fait scénarisés et costumés où non seulement les combattants, mais aussi parfois les dames qui assistent au tournoi sont costumées et jouent des rôles. Et de façon, alors là où on voit bien la circulation, c'est que donc les modèles littéraires vont donner lieu à des jeux militaires et courtois, et ces jeux se retrouvent parfois eux-mêmes le sujet de nouveaux romans. Il y a un exemple concret qui est le roman du M. Alors du M, c'est une petite localité du nord de la France, hein, H-E-M, qui est un roman écrit par un trouvère. En fait, c'est une commande, hein, où il s'agissait de narrer un tournoi dont les grands seigneurs qui le disputaient et la dame qui l'organisait étaient costumés comme des personnages arthuriens. On y voit en particulier le comte d'Artois qui est armé
comme Yvain, le chevalier au lion, et qui se fait accompagner sur le champ de joute par un lion apprivoisé. Donc, on passe de l'imaginaire du roman médiéval au jeu, et du jeu à nouveau au roman dès le XIIIe siècle. Cette circulation, on la voit aussi au XVIe siècle. Un exemple concret, le surnom donné à Marguerite de Valois, Margot. C'est Pierre de Ronsard qui lui a donné ce surnom. Et dans quelles circonstances? Dans le cadre de Joutes à l'italienne, qui était scénarisé avec des interludes littéraires pour lesquels Ronsard avait écrit du texte, et dans ce texte, Marguerite de Valois était surnommée Margot. Le surnom lui est resté, mais là on voit bien l'association entre le jeu et la littérature. De façon beaucoup plus moderne, et je pourrais aussi en parler parmi les auteurs qui m'ont inspiré dans la méthode d'animer des personnages, en fait. On a des auteurs modernes qu'on n'associerait pas forcément au jeu, qui sont en fait des joueurs. Alors, je prends souvent l'exemple de Beaumarchais. Beaumarchais qui écrit que, en fait, il écrit sous la dictée de ses personnages. Il leur donne un profil, il les place dans une situation, et en fonction du profil et de la situation, il écrit sous leur dictée. Ce qui est la posture du MJ presque. Tout à fait. Tout à Du fait. maître du jeu. Tout à fait. Et il faut avoir en tête que Beaumarchais n'est pas seulement l'auteur de ses pièces, mais qu'il est aussi le metteur en scène de ses pièces. Un petit peu comme Molière, finalement, était à la fois l'auteur et le metteur en scène. C'est-à-dire qu'il se place vraiment dans la situation d'un joueur, alors d'un joueur au sens de l'interprète et du metteur en scène théâtral. Et puis, par exemple, beaucoup plus récemment, alors juste avant l'invention du jeu de rôle, dans le dernier ouvrage qu'il écrit, Jean-Paul Sartre, donc le dernier ouvrage, c'est Les mots, c'est une autobiographie d'enfance, mais c'est en même temps l'autobiographie de la naissance d'un écrivain, et en même temps, c'est un ouvrage d'adieu à la littérature. Sartre dit très nettement qu'en fait, il a d'abord joué en tant qu'enfant, et puis il s'est mis à écrire, et qu'en fait, ses personnages étaient ses jouets. Il est passé simplement du jeu avec des poupées et des petits soldats, ou de l'interprétation scénique, en fait, de Pardaillan, puisqu'il se rêvait Pardaillan, au jeu littéraire qui consistait à poser par écrit ces séances de jeu imaginaires plutôt que de les jouer. Donc là, on a toute une série en fait, d'indices avant même l'apparition concrète du jeu de rôle qui montrent qu'un certain nombre d'écrivains, pas tous, mais qu'un certain nombre d'écrivains, en fait, ont déjà un imaginaire ludique qui va alimenter leur texte. Alors c'est vrai que c'est le cas pour une très très grande partie des auteurs actuels d'imaginaire. Je pensais, en vous écoutant, je pensais à Bocage aussi, en fait. Tout le jeu du Decameron, c'est vraiment le jeu, c'est de raconter la meilleure histoire, donc la plus efficace. Et là aussi, il y a un jeu sur la création des personnages qui doivent être par nature efficaces pour gagner le concours de récit. Mais c'est vrai qu'on voit que vous jouez beaucoup en écrivant, notamment, alors sans spoiler, mais un de mes passages préférés, vous confiez quand même les clés du récit, des éléments cruciaux, à l'espèce qui se révèle probablement la moins fiable du règne animal, c'est un chat en fait. Vous confiez l'intégralité des clés, quasi l'intégralité des clés du récit à un chat en adoptant son point de vue. Et là, on voit bien que, enfin, on imagine que c'est un jeu pour vous d'écrire aussi ce passage. Alors là, il y a un vrai jeu, pour le coup, intertextuel, aussi bien d'ailleurs avec la littérature qu'avec l'histoire. Je raffole des narrateurs non fiables ou des points de vue non fiables, d'où le point de vue de Mirabilis, précisément parce que je veux que le lecteur doute. À partir du moment où le lecteur doute, à partir du moment même où le lecteur est trompé, et parfois délibérément par certains narrateurs, ou à partir du moment où le lecteur doute parce que effectivement la source n'est pas très solide, voire la source se trompe, elle oublie certaines choses, c'est un procédé que j'utilise dans Roi du Monde. Paradoxalement, à partir du moment où la narration n'est plus fiable, l'univers fictif gagne en crédibilité.
Et peut-être l'attention du lecteur aussi, Bien qui sûr, cherche du coup, attention, mais l'univers fictif gagne en crédibilité parce que dès lors que le lecteur commence à se poser des questions, à se dire: «Mais je suis en train de me faire embarquer dans quelque chose qui est mais c'est pas vrai, mais au moment où on oriente mon regard, à partir de ce moment-là, spontanément». Alors bon, il y a parfois des réactions de rejet, hein, on parlait tout à l'heure de la réception. Il y a parfois vraiment des réactions de rejet d'une partie du public. Mais il y a aussi une partie du public qui va se poser des questions sur la vérité. Est-ce que le narrateur me dit vraiment la vérité ou est-ce qu'il y a autre chose à deviner? Et à partir du moment où le lecteur se met à participer ainsi à la conception du monde, le monde fictif a plus d'épaisseur, alors que le narrateur, lui, n'est pas fiable. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'utilise beaucoup ce type de narrateur. moi j'adore Mirabilis. Dernière question peut-être avant de lancer la discussion, dans la salle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris de vos personnages? Une question que vous aimeriez qu'on vous pose à propos d'eux? Un trait de caractère ou une attitude systématiquement oubliée ou mal interprétée? Alors c'est une question assez OK. difficile. Question. Bon, je vais revenir sur, le chevalier aux épines. Parce qu'en fait, il y a des personnages secondaires, hein, ce sont des personnages secondaires, mais à côté desquels j'ai l'impression que beaucoup de lecteurs sont passés, alors qu'ils sont très importants dans le Chevalier aux épines. En fait, j'ai le sentiment que dans ce gros pavé, qui est, heu, qui est un peu vache avec le lecteur d'ailleurs, parce qu'il est déceptif, hein, il est conçu vraiment pour décevoir le lecteur, hein. Beaucoup de lecteurs se sont concentrés sur les personnages des chevaliers, sans se rendre compte que, la trilogie, en fait, est un hommage au roman de chevalerie et pas seulement un hommage à la chevalerie. Et donc, il y a dans Le Chevalier aux épines des personnages d'écrivains, des personnages de romanciers, des personnages de poètes et en fait, dans les recensions, les critiques que je peux voir, les lecteurs sont très souvent focalisés sur les personnages aristocratiques et chevaleresques et pas forcément sur les personnages des écrivains ou des narrateurs. Parce qu'il y a aussi des narrateurs oraux, hein. Il y a un écuyer en particulier qui raconte de mémoire, certains récits, ou certains poèmes. Alors que, pour moi, le Chevalier aux épines est un hommage au roman de chevalerie, c'est-à-dire aussi bien à la forme littéraire, du roman, et du roman de chevalerie, que bien sûr à son sujet chevaleresque, politique, dynastique, axiologique et cetera. Et donc il y a certains personnages qui semblent passer sous le radar. Alors il y a le personnage, donc j'avais évoqué, de la mystagogue, Prudence de Mondoir. La mystagogue, Prudence de Mondoir, elle est inspirée en gros, des abbesses des grandes abbayes médiévales. C'est une lettrée, qui doit gérer une situation très compliquée parce qu'il y a des tensions au sein, de son chapitre entre, des interprétations doctrinales qui sont, divergentes et puis des tensions avec ses voisins laïcs, les grands seigneurs en particulier, avec lesquels elle a aussi des conflits en fait, hein, territoriaux et puis un problème aussi avec le duc, avec lequel elle a une histoire personnelle et elle doit gérer tout cela, alors qu'elle-même, par le passé, a été, une poétesse, même si, prise dans, ses difficultés à la fois politiques et religieuses, elle a eu tendance un peu à refouler ce passé. Ce personnage-là, je l'ai très peu vu évoqué. Il y a un autre personnage que presque personne n'évoque, alors qu'il a pourtant il prend beaucoup de place. Il est discret, mais il prend beaucoup de place, c'est le personnage de l'ermite. Oui. Alors je ne veux pas en dire trop sur ce personnage si des gens lisent le roman. Il y a un ermite dans Le Chevalier aux épines, qui est bien sûr un hommage à tous ces ermites, qu'on voit un peu partout dans les romans de chevalerie, hein, à partir de Chrétien de Troyes, mais par la suite, hein. Et en fait, l'ermite, très souvent dans le roman de chevalerie, c'est, le commentateur. Hein, quand les chevaliers arrivent, qui sont un peu perdus, qu'ils ont vécu des histoires extraordinaires et qu'ils comprennent pas, l'ermite, il va remettre les choses en place, il va dire: «Oui, non, mais attention, tu appartiens à telle famille, tu es le fils ou le neveu d'un tel ou un tel», parfois c'est lui l'oncle, hein. Puis alors dans l'imaginaire celtique, enfin de la matière de Bretagne, l'oncle, ça a vraiment un poids patriarcal assez terrible. Et puis très souvent, surtout à partir du XIIIe siècle, ça devient le commentateur cistercien
du roman de chevalerie, celui qui va apporter un éclairage religieux, qui va un peu christianiser ce roman profane, voire païen, hein, qu'est le roman de chevalerie. Et donc, l'ermite est un personnage central du roman de chevalerie, raison pour laquelle, bien sûr, j'ai mis un ermite dans Le Chevalier aux épines. Et mon ermite, il est assez bizarre, en fait. Il est assez bizarre parce que la première fois que les personnages le croisent, il n'est pas celui qui apporte les réponses, mais il est celui qui soulève les questions. Alors, je ne vais pas en dire trop, mais derrière l'ermite, il y a un hommage au roman de chevalerie, d'autant plus qu'on découvre progressivement que cet ermite est aussi un romancier, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est... Alors, je dirais que c'est assez normal parce que je ne dis pas explicitement que Le Chevalier aux épines est un hommage à la littérature médiévale, mais ça fait partie des choses qui sont souvent peu perçues par le public. Et technique, en gros. L'aspect technique dans les deux cas, aussi bien le mystagogue que l'ermite. Bien, merci beaucoup. Et on laisse la parole à la salle, du coup, pour une demi-heure de questions, c'est ça? Parfait.